Certains produits ont besoin de temps pour trouver leur vraie vocation. Et étonnamment, ça s'applique aussi à certaines des plus grandes marques au monde. Non, je ne parle pas de ces boîtes à biscuits dans lesquelles nos mères rangent tout leur kit de couture. Je parle en fait de ces produits qui semblent ne pas avoir changé. Du papier bulle au 7-Up. Préparez-vous à être surpris en explorant ces produits de tous les jours, initialement inventés dans un autre but. Un vrai flabber. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces de l'Axe ont envahi la plupart des pays qui fournissaient du caoutchouc aux États-Unis. Les États-Unis ont alors dû faire face à une pénurie de pneus, masques à gaz, bottes et canards pour jouer dans le bain. Le gouvernement américain a donc lancé des recherches sur le caoutchouc synthétique en combinant de l'acide borique et de l'huile de silicone. Les chercheurs ont créé quelque chose qui rebondissait comme du caoutchouc, mais qui avait une fâcheuse tendance à fondre lorsqu'il n'était pas utilisé. Bref, inutile comme substitut au caoutchouc. Dur de se lancer dans un combat avec une voiture aux pneus fondants. Mais les inventeurs ont recyclé leurs produits. Ils l'ont vendu à un magasin de jouets et le distributeur Peter Hodgson a donné un nom à la substance, le Silly Putty. Dans les années 40 et 50, la substance est devenue un jouet pour enfants populaire et a fait de Hodgson un millionnaire. Elle s'est même faufilée au bord de la mission spatiale Apollo 8, où elle a diverti les astronautes et empêché les outils de flotter partout. Il y a un doute sur l'inventeur original. Mais Earl Warwick et James Wright ont déposé des brevets pour un produit très similaire à 4 ans d'intervalle. Si l'affaire n'a jamais été classée, il n'y a vraiment qu'une seule façon de la régler. Par combat de Silly Putty. Un peu de fraîcheur. En 1865, le médecin anglais Joseph Lister a révolutionné la médecine moderne. Il a découvert qu'en utilisant de l'acide phénique sur les pansements chirurgicaux, on pouvait réduire le risque d'infection. Ces travaux ont inspiré Joseph Lawrence, un médecin à Saint-Louis, et il a créé un nouvel antiseptique à base d'alcool, conçu pour tuer les microbes. Il a nommé ce nouvel antiseptique Listerine. En l'honneur de Joseph Lister, la Listerine allait alors être vendue sous forme distillée et utilisée pour tout, du nettoyant pour sol au remède contre la gonorrhée. Dans les années 1890, le produit a été adopté par les dentistes et a fini par devenir le premier rince-bouche à être vendu en vente libre aux États-Unis en 1914. Dans les années 20, la société a commencé à le commercialiser comme remède contre la litose chronique, alias la mauvaise haleine. Leur pub montrait par exemple des jeunes incapables de trouver l'amour à cause de leur haleine. Cette campagne a eu un gros succès et leurs revenus sont passés de 115 000 $ à plus de 8 millions en seulement 7 ans. Et pourtant, malgré tout, l'épidémie de mauvaise haleine continue. Bien noté, en 1968, le Dr Spencer Silver, un scientifique de la société 3M, tentait de développer un adhésif ultra puissant. Il a donc créé par inadvertance un adhésif plutôt faible, réutilisable et sensible à la pression. Il savait que cette substance inhabituelle pouvait avoir un usage incroyable, mais n'était pas trop sûr de ce que ça pourrait être. Pendant des années, il a promu ce qu'il appelait une solution sans problème, mais a trouvé personne pour se pencher sur son idée. La plupart des gens trouvaient que cet adhésif facile à retirer était plutôt inutile. Mais en 1974, un collègue de Silver a commencé à utiliser l'adhésif comme marque-page dans son livre de quantique. Et de cette utilisation arbitraire est né le post-it. La couleur jaune reconnaissable était en fait un accident. Lorsque l'équipe de développement de Post-it a emprunté au labo voisin du papier brouillon pour les tester. Le jaune était la seule couleur disponible et le produit a été lancé sous le nom de Press and Peel Bookmark. Les résultats ont été décevants. Ils ont donc changé le nom en Post-it pour généraliser son utilisation. Ça a marché. Il a envahi la planète, recouvrant les murs du monde entier et sauvant tous les maniaques qui souffrent de la peur chronique d'oublier d'acheter quelque chose en course. La bulle qui n'éclate jamais. En 1957, les inventeurs Alfred W. Fielding et Mark Chavan ont entrepris de créer un papier peint texturé innovant que les propriétaires chics et modernes pourraient utiliser dans leur maison. En pressant à chaud ensemble 2 rideaux de douche en plastique, ils se sont retrouvés avec une feuille texturée inhabituelle, avec des bulles d'air uniformes entre les couches. Malheureusement, mais sans que ce soit surprenant, ça n'a pas vraiment eu du succès dans le monde de la déco intérieure. Mais ce nouveau matériau léger pouvait piéger la chaleur assez efficacement et a donc été utilisé comme isolant pour les serres. Là, une fois, ça n'a pas trop décollé.
Mais Fielding et Chavan se sont grattés la tête pour trouver une utilisation à leurs produits. L'invention a fini par atteindre son apogée en 1961, quand ils ont décidé de le commercialiser comme matériau d'emballage et l'ont baptisé papier bulle. Sa capacité unique à protéger les articles en transit, sans augmenter le poids d'un colis, le rendait idéal pour le transport. IBM a vite exprimé de l'intérêt pour transporter ses nouveaux ordinateurs 1401. Et le papier bulle a été largement adopté. Mais à part le papier peint et l'emballage, on sait tous que le papier bulle est surtout parfait pour être éclaté. La cire lubrifiante de tiges de pompage. Dans les années 1850, les travailleurs des champs pétroliers luttaient contre un produit pétrolier qu'ils appelaient cire de tige. Il s'accumulait sur les machines et provoquait des dysfonctionnements. Certains ont alors commencé à l'appliquer sur leurs coupures et brûlures, disant que ça les aidait à guérir plus vite. Robert Cheesebrough était un chimiste qui cherchait à se lancer dans l'industrie pétrolière et a eu vent de cette substance inhabituelle. Il a découvert que la cire de tige pouvait être raffinée en un gel de couleur claire. Beaucoup plus sympa que la cire de tige jaunâtre noire. Il a promu son nouveau produit à New York comme une crème de guérison miracle. Il se brûlait même la peau et appliquait le gel sur ses blessures pour le prouver. Il montrait ensuite ses blessures précédentes et leur vitesse de guérison. Cette tactique de marketing un peu folle a apparemment fonctionné, car la demande des pharmaciens a vite augmenté et il a ouvert une usine en 1870. Il a nommé son produit Vaseline, une combinaison du mot allemand pour eau, Wasser, et du grec pour huile d'olive, Elion. Alors que les allégations médicinales du produit ont depuis été discréditées, vu que ses seules capacités réelles étaient l'hydratation. Cheesebrough y croyait fermement. Quand il a souffert de pleurésie, il s'est trempé de la tête aux pieds dans de la vaseline et en a même mangé une cuillerée par jour à la fin de sa vie. Avec toute cette lubrification vocale, il devait être bavard. Ça explique peut-être son succès. L'hygiène un peu piquante. On considère aujourd'hui le désinfectant Lysol comme un simple produit utile pour nettoyer la maison. Mais à l'origine, il était utilisé pour des utilisations surprenantes. Initialement créé en Allemagne en 1889 pour aider à lutter contre une épidémie de choléra. Le produit a subi un changement marketing inquiétant à la fin des années 20, alors qu'il est toxique pour les oiseaux et les poissons et mortel avalé par voie orale. Lysol a commencé à se vendre comme un produit d'hygiène féminine. Il disait que se faire une douche vaginale avec du Lysol dilué évitait les infections et les odeurs et était idéal pour préserver la jeunesse, confiance en soi et les relations conjugales. Et s'il n'était pas commercialisé en tant que tel, le Lysol était aussi utilisé comme contraceptif, ce qui semble vraiment dangereux pour les femmes. Mais les médecins ont fini par souligner que le Lysol ne devait bien sûr pas s'approcher des parties intimes d'une femme ou d'un corps de n'importe quel être humain. Et c'est devenu un produit de nettoyage. Donc, laissez-le sous l'évier de votre cuisine, pas dans votre salle de bain. Le juste ton. Si vous avez écouté du rap ou de la musique pop de ces 20 dernières années, vous connaissez sûrement déjà l'autotune. Cet outil est utilisé pour modifier la tonalité des voix. Mais est-ce que vous saviez qu'il a été inventé à l'origine pour aider à trouver du pétrole? Andy Hildebrand est un ingénieur d'Exxon. C'est lui qui a développé le logiciel précurseur de l'autotune pour corréler automatiquement les ondes sonores réfléchies sous l'eau et localiser les réserves de pétrole du fond marin. Il a vite commencé à peaufiner son logiciel afin qu'il puisse être créé pour analyser et corriger la hauteur de la voix humaine. Il a sorti le logiciel en 1997. Mais c'est qu'en 1998, quand Cher a sorti Believe, que l'outil a attiré l'attention du grand public. Les producteurs de la chanson de Cher ont réalisé que s'ils réglaient l'autotune au maximum, ils pourraient corriger la hauteur au moment exact où ils recevaient le signal. L'autotune est toujours utilisé pour ses améliorations subtiles, mais des artistes de hip-hop et R&B comme T-Pain ont continué dans le sillage de Cher. Et le style vocal exagéré et stylisé s'est enraciné dans l'industrie de la musique. Je vais prendre un bateau, un micro et mon ordi portable pour trouver du pétrole. Je vais être riche. La fin d'un tabou. Avec les bouleversements hormonaux que les femmes traversent chaque mois, il n'est pas surprenant qu'elles soient parfois connues pour leur humeur changeante pendant leurs règles. Les hormones peuvent provoquer des sautes d'humeur et de l'agressivité. D'ailleurs, pendant la Première Guerre mondiale, un matériau fabriqué à partir de fibres végétales régénérées et de pâtes de bois, le cellucoton, a été développé pour arrêter les hémorragies de soldats blessés. Ils avaient des propriétés absorbantes, légères et hygiéniques.
et il a été produit en énorme quantité. Après la guerre, l'entreprise de soins personnels Kimberly-Clark s'est retrouvée avec un excédent de cellucoton et ils l'ont très intelligemment réutilisé. Ils ont remplacé la demande de la guerre en tapant dans un marché permanent qui touche la moitié de la population. Les matériaux utilisés étaient faciles à faire et bon marché, donc pouvaient être à usage unique. Et sous forme de tampons, le produit a révolutionné l'hygiène féminine. Kotex, la plus grande marque au milieu du XXe siècle, a lancé ses premières pubs pour des serviettes en 1921, à cause de la stigmatisation qui entourait les menstruations. L'emballage était aussi discret que ces pubs. Les magasins avaient même une boîte spéciale dans laquelle les femmes pouvaient mettre de l'argent et prendre les serviettes pour pas avoir à demander aux vendeurs. En bref, le cellucoton a vraiment trouvé son utilité. Et heureusement, il existe maintenant de meilleurs moyens de traiter les blessures par balle que de les boucher avec des tampons. Le soda magique. En 1886, le Dr John Pemberton, un propriétaire d'esclaves et ancien soldat confédéré, a inventé le Coca-Cola, après avoir utilisé de la morphine pour soulager la douleur de ses blessures de guerre et y être devenu accro. Il a inventé la boisson pour traiter la dépendance aux opiacés. Il l'a appelé le vin français Coca et il était fait de vin, caféine et poudre blanche de la plante de coca. Oui, c'est la même poussière magique qui allait plus tard rendre célèbre Pablo Escobar. Pemberton a vendu son vin français Coca pour guérir presque tout, de la constipation aux maladies chroniques, tout en prétendant que ça améliorait les prouesses sexuelles. Quand la prohibition a été instituée, Pemberton a retiré le vin et a transformé sa marque de médicaments en soda. Mais le puissant stupéfiant est resté dans les ingrédients jusqu'en 1903. Coca-Cola est ensuite passé aux feuilles de coca non psychoactives, qui restent utilisées actuellement. Alors que Pemberton a peut-être construit un empire comme ça, rien de tout ça a guéri sa dépendance à la morphine. Et il est resté accro jusqu'à sa mort. 7-Up a une histoire similaire et pleine de drogue. A été inventé par Charles Leper Grigg en 1929, sous le nom moins accrocheur de B-Label Lithiated Lemon Lime Soda. Le nom vient de ses ingrédients, dont l'un est le citrate de lithium, un puissant médicament pour l'humeur encore administré aux patients psychiatriques aujourd'hui. Le nom a vite changé en 7-Up Lithiated Lemon Soda, puis juste 7-Up en 1936. La véritable origine du nom, 7-Up, est très contestée, mais ça viendrait des 7 ingrédients principaux de la boisson: eau gasifiée, sucre, essence d'agrumes, acide citrique, sodium citrate et citrate de lithium. Le up faisait référence à l'ascenseur émotionnel dû au lithium. Si c'est vrai, alors peut-être qu'un changement de nom s'impose, vu que le lithium a été retiré des ingrédients en 1948. Suite à une interdiction gouvernementale d'utiliser du lithium dans les boissons non alcoolisées. Apparemment, les dents cariées sont ok, mais pas les sodas psychotropes. C'est pour ça que vous ne pouvez plus acheter le Spreager psychédélique du Dr Silvio. Alors, les véritables origines de ces produits, apparemment normaux, vous en surprisent. Vous connaissez d'autres produits aux origines surprenantes? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.